Je l'ai vu pour la première fois sur le quai de la gare de Lyon, ce soir d'octobre où la pluie fouettait Paris comme un amant jaloux. J'ai glissé sur le trottoir mouillé, mon talon aiguille trahissant ma hâte, et j'ai atterri dans ses bras, ou plutôt, contre sa poitrine solide, imprégnée d'une odeur de tabac froid et de Cologne bon marché. « Vous tombez à pic, mademoiselle », a-t-il murmuré, sa voix rauque comme un vin rouge trop tannique, et j'ai ri, nerveuse, ignorant que ce contact fortuit signerait mon arrêt de mort. 3 heures plus tard, j'embrassais mon mari pour la dernière fois, ses lèvres encore chaudes de mensonge, avant de planter le couteau dans son cœur, non pas par jalousie, mais par une vengeance si pure, si française dans sa cruauté calculée, qu'elle m'a valu une cellule à Fleury-Mérogis et une légende murmurée dans les bistrots de Montmartre. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un cocon de soie et de secrets, un labyrinthe où l'amour se noue comme un foulard Hermès autour d'un cou trop confiant. J'étais Claire Duval, 32 ans, conservatrice au musée d'Orsay, spécialisée dans les impressionnistes. Ces peintres qui capturaient la fugacité d'un instant, ignorant que ma propre vie allait se figer en un tableau noir de trahison. Mon mari, Antoine, était le genre d'homme que l'on admire de loin, architecte renommé, avec des projets qui redessinaient les berges de la Seine, des cheveux poivres et celles qui le faisaient ressembler à un amant de film de Truffaut. Nous vivions dans un appartement haussmannien du Marais, au plafond haut et au parquet qui craquaient comme des confidences. Les dîners aux chandelles, les escapades à Giverny pour chasser les fantômes de Monet, tout cela n'était qu'un décor, une façade craquelée que j'ai mis des années à percer. Ce soir-là, j'avais raté mon train pour Lyon, où une conférence sur Renoir m'attendait. La fatigue d'une semaine de vernissage, les migraines lancinantes qui me rongeaient depuis des mois, et voilà que je montais dans le TGV suivant sans vérifier le quai. Les portes se refermèrent avec un sifflement hydraulique, et je m'effondrai sur un siège près de la fenêtre, observant les lumières de la capitale s'estomper comme des regrets. C'est là qu'il est apparu, l'inconnu du quai, grand, les épaules larges sous un trench Burberry usé, un journal froissé à la main. Il s'est assis en face de moi, sans un mot d'excuse, et a allumé une cigarette électronique malgré l'interdiction, un geste rebelle qui m'a intrigué. « Vous êtes pile à l'heure », a-t-il dit enfin, ses yeux gris comme la Manche en tempête fixés sur les miens. J'ai froncé les sourcils, cherchant une réponse spirituelle, mais il a poursuivi. Pour le spectacle. La vie adore les quiproquos, n'est-ce pas? Comme dans une pièce de Molière. Nous avons parlé toute la nuit, ou du moins, jusqu'à ce que le train s'arrête à Avignon sous un ciel plombé. Il s'appelait Lucien, un nom qui sonnait comme un sortilège ancien, et il était journaliste freelance, chassant les scandales dans les couloirs du pouvoir. Ses histoires coulaient comme du Beaujolais, des politiciens corrompus à l'Élysée, des maîtresses enceintes abandonnées dans les palaces de la Côte d'Azur. J'ai ri à ces anecdotes, oubliant ma conférence manquée, et quand il m'a tendu sa carte, « Appelez-moi si Paris vous étouffe », j'ai senti un frisson, pas d'excitation, mais de prémonition. De retour à la capitale, j'ai rangé la carte dans mon portefeuille, près de la photo d'Antoine et moi à notre mariage, sous la tour Eiffel illuminée comme un phare mensonger. Les jours suivants ont été un tourbillon banal. Exposition, dîner avec Antoine qui rentrait tard, sentant le vin et les parfums étrangers. Mais Lucien n'était pas un fantôme. Il m'a appelé un soir, alors que je sirotais un verre de Sancerre seul dans notre cuisine. « Venez au Procope », a-t-il dit. J'ai une histoire qui vous collera des frissons. Le Procope, ce café légendaire du quartier latin, berceau des Lumières, où Voltaire et Rousseau s'étaient querellés sur la nature humaine. J'y suis allé, contre mon bon sens, vêtu d'une robe noire ajustée qui soulignait mes courbes, une armure de velours pour masquer ma vulnérabilité. Lucien était déjà là, attablé près de la cheminée, un exemplaire jauni des liaisons dangereuses ouvertes devant lui. À la trahison, a-t-il trinqué, levant son café crème. Et il a commencé à dévider son fil, un réseau de corruption immobilière, impliquant des promoteurs véreux qui rachetaient des immeubles historiques pour les transformer en lofts luxueux, évacuant les locataires modestes vers les banlieues grises. Au centre, mon mari, Antoine Duval, l'architecte star, signataire de contrats occultes avec un magnate russe nommé Victor Ivanov. « Votre Antoine » a demandé Lucien, feignant la surprise, mais ses yeux brillaient d'une lueur prédatrice. J'ai nié, d'abord un réflexe de femme amoureuse ou d'idiote. Mais les preuves qu'il a étalées sur la table, photos floues de rendez-vous nocturnes au Fouquet-S, relevés bancaires falsifiés pour des pots de vin, ont fissuré mon monde comme un Monet sous la pluie. « Pourquoi me dites-vous ça » ai-je chuchoté, la gorge serrée. Lucien a souri, un sourire de renard dans un poulailler. « Parce que vous êtes la clé, Claire. La femme parfaite pour infiltrer. Et parce que j'aime les drames bien ficelés. » J'ai quitté le café en titubant, l'air automnal chargé d'odeurs de châtaigne grillée me ramenant à la réalité. Antoine dormait quand je suis rentré, son souffle régulier comme un métronome du mensonge. Je me suis glissé dans le lit, écoutant les bruits de la ville, klaxons lointains, rires d'ivrogne, et j'ai juré de creuser. Pas pour l'amour, non,
pour la vérité, cette garce impitoyable qui hante les rues de Paris comme un fantôme de la Révolution. Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. J'ai fouillé son bureau pendant ses absences, trouvé des dossiers codés sur son ordinateur, des plans pour raser un quartier ouvrier du 18e arrondissement, des HLM Art déco que ma grand-mère avait habité enfant. Les locataires, des familles immigrées, des artistes fauchés, seraient jetés à la rue pour un complexe de verre et d'acier financé par Ivanov. Et Antoine signait, avec un clin d'œil complice. Pire, il avait utilisé mon nom pour des procurations bancaires, me plaçant en première ligne comme bouclier humain. Si le scandale éclatait, ce serait moi, la conservatrice intègre, qui porterait le chapeau, falsification de documents, complicité de fraude. Pour nous protéger, m'a-t-il dit plus tard, quand je l'ai confronté, ses yeux fuyant comme un rat dans les égouts de la Seine. C'est pour notre avenir, Claire. Un peu de sacrifice. Sacrifice. Le mot résonnait comme un glas dans Notre-Dame. J'ai contacté Lucien en secret, nos rencontres devenant un rituel, un café aux fleurs, un verre de pastis sur les quais. Il me guidait, m'apportait des enregistrements volés, la voix d'Antoine, suave, négociant des millions avec Ivanov dans un salon privé du Georges V. Tu es mon ange gardien, me murmurait Lucien, sa main effleurant la mienne, et je sentais la trahison d'Antoine se muer en quelque chose de plus sombre. Une soif de revanche, pure et aristocratique, comme celle de Phèdre dans la tragédie racinienne. Mais Lucien. Oh, Lucien avait ses propres ombres. Un soir, alors que nous marchions le long du canal Saint-Martin, sous les saules pleureurs, il a avoué « Je ne suis pas seulement journaliste, Claire. Ivanov m'a ruiné autrefois. Un article que j'ai écrit, étouffé par ses avocats. Ceci est ma vengeance à moi. » Ainsi, nous étions deux marionnettes dans un théâtre de l'absurde, tirant les fils l'un de l'autre. J'ai commencé à jouer le rôle, la épouse soumise, riant au dîner mondain où Antoine paradait avec ses investisseurs, ignorant que je glissais des micros dans leurs poches de veston. Les nuits, seul, je compilais les preuves dans un coffre-fort anonyme à la Banque de France, imaginant le jour où tout exploserait comme une bombe artisanale sous la pyramide du Louvre. Mais la tension montait, huame et suffocante. Antoine devenait suspicieux, des regards en coin, des questions anodines sur mes soirées entre filles. Et Lucien. Lucien pressait, exigeant plus, son toucher devenant possessif, comme si la vengeance était un aphrodisiaque. Un matin de novembre, gris comme un monnet inachevé, tout a basculé. J'ai reçu un appel anonyme, « Votre mari c'est Madame Duval. Et il va vous sacrifier. » Panique. J'ai couru chez nous, trouvé le bureau sens dessus-dessous, mes dossiers disparus, remplacés par des faux accusant moi de détournement de fonds au musée. Antoine était là, assis dans son fauteuil Voltaire, un verre de cognac à la main. « Claire, ma chérie, a-t-il dit d'une voix mielleuse, tu as fouiné trop loin. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Tu prendras la chute, et moi, je m'envolerai pour la Suisse avec notre héritage. Point. » Son sourire, ce sourire que j'avais aimé, était maintenant une lame. Il avait tout prévu, me faire passer pour la coupable, utilisant nos procurations communes pour me noyer dans la paperasse. La rage m'a submergé, une vague atlantique fracassant les falaises de Normandie. J'ai attrapé le coupe-papier sur le bureau, un objet banal, en argent massif, gravé de nos initiales entrelacées. Pour nous, avait-il dit lors de notre lune de miel à Deauville. Ironie française. Le sang a giclé sur le tapis perçant quand la lame a plongé, deux fois, dans sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent, incrédules. Claire. Pourquoi? Parce que l'amour est une illusion, Antoine. Et la vengeance, une vérité éternelle. Il s'est effondré, gargouillant, et j'ai composé le numéro de Lucien, les mains tremblantes. C'est fait. Mais Lucien n'est pas venu comme un sauveur. Il est arrivé avec la police, menotte à la main, son badge de flic sous le trench, inspecteur Lucien Moreau, des stupes, infiltré pour un plus gros coup, démanteler le réseau Ivanov depuis des mois. Moi, j'étais l'appât, la dupe, gisant le crime sur Antoine pour couvrir ses propres traces. Vous étiez pile à l'heure, a-t-il susurré en me passant les menottes, recyclant ses mots du train comme un écho-moqueur. La trahison double, Antoine m'avait vendu, Lucien m'avait utilisé. Dans la cellule froide de la préfecture, sous les néons blafards, j'ai ri, un rire hystérique, de ceux qui hantent les asiles de Charenton. Le procès fut un cirque, un vaudeville tragique digne de Beaumarchais. Les journaux titraient « L'épouse fatale du Marais, amour ou meurtre ». Les preuves s'empilaient contre moi. Mes empreintes sur le coupe-papier, les faux dossiers que j'avais fabriqués pour mon chantage. Lucien, ce serpent, témoignait avec une éloquence de procureur. Madame Duval a agi par jalousie exacerbée, découvrant l'infidélité de son mari. Infidélité? Un mensonge pieux pour masquer le vrai scandale, que la presse n'a jamais flairé.
Ivanov s'en est tiré, blanchi par des avocats aux honoraires astronomiques, et Lucien a été promu, médaille au mérite sur son complet bleu marine. Dans ma cellule à Fleury, les nuits s'étiraient comme des toiles d'araignée. Je revoyais le train, ce quiproquo fatal, et je complotais. La vengeance n'était pas morte. Elle mijotait, comme un coq au vin dans une cocotte en fonte. J'ai contacté un codétenu, une ancienne pickpocket du 9e arrondissement, experte en faux papiers. Aide-moi à sortir, lui ai-je glissé lors d'une promenade au parloir. Et je te fais riche. Elle a ri, mais ses yeux brillaient. Dehors, Paris continuait son ballet. La Seine coulait indifférente, les bistrots servaient des escargots aux touristes ignorants. Libéré sous caution, un miracle orchestré par un avocat véreux que j'avais soudoyé avec les restes de mon héritage, j'ai plongé dans l'ombre. Le Marais, ce quartier des amants et des traîtres, devint mon terrain de chasse. Lucien habitait désormais un appartement cossu près du Palais Royal, avec vue sur les jardins où Robespierre avait rêvé de guillotine. Je l'ai observé, ses dîners solitaires, ses nuits au casino avec des collègues, son air satisfait de chat repu. Ivanov, lui, paradait à Neuilly, dans une villa gardée comme une forteresse, entourée de gardes du corps tatoué. Mon plan se tissait patiemment, fil par fil, comme une tapisserie de gobelins. D'abord, infiltrer le cercle d'Ivanov. Une fausse identité comme galeriste d'art contemporain, exposant des toiles abstraites volées pour appâter le poisson. Monsieur Ivanov, votre goût pour le chaos abstrait est exquis. Minot des Jeux lors d'un vernissage au centre Pompidou, ma robe rouge sent comme un étendard. Il a mordu, un rendez-vous privé, champagne millésimé et regard lubrique. Mais ce n'était que le prélude. La vraie cible était Lucien, le marionnettiste. Une nuit de février, sous une neige rare qui saupoudrait Paris d'un voile virginal, je l'ai attiré dans un piège. Un message anonyme, j'ai des preuves sur Ivanov. Rencontrez-moi au Pont des Arts. Les cadenas d'amour y tintaient comme des chaînes brisées. Il est venu, trench au vent, pistolet sous la veste. Claire, c'est impossible. J'ai souri, sortant de l'ombre, un flacon de parfum à la main, non du Chanel, mais un extrait de belladone, cueilli dans les serres du jardin des plantes. Pour vous rafraîchir la mémoire, inspecteur. Un baiser volé, empoisonné, et ses yeux se sont voilés de surprise. Il s'est écroulé sur les pavés, gargouillant des secrets. Ivanov. C'était moi. Le cerveau. Depuis le début. Twist. Lucien n'était pas le chasseur. Il était la proie d'Ivanov, mais aussi son amant, un duo infernal lié par plus que l'argent, une passion torride, sadique, qui avait consumé leurs âmes. Antoine n'était qu'un pion, sacrifié pour me lancer sur la piste. Et moi? J'avais ganté le crime, mais le poison remontait, une dose trop forte, et mes veines brûlaient déjà. Ivanov, alerté, m'attendait au pont, son ombre massive comme un colosse de Rodin. « Vous êtes une artiste, Madame Duval », a-t-il dit en russe teinté d'accent parisien. Mais l'art exige du sacrifice. La confrontation fut un ballet macabre. Moi, le couteau ensanglanté d'Antoine à la main, lui, un Beretta nickelé. Les lumières de la rive gauche dansaient sur l'eau noire. Pourquoi? Ai-je hurlé, la voix brisée par les sirènes lointaines. Pour le pouvoir, chérie. Paris est une pute, et nous en sommes les macros. J'ai bondi, la lame traçant un arc, entaillant son bras. Il a tiré, la balle effleurant mon épaule, un feu liquide. Nous avons roulé au sol, enlacés dans une parodie d'amour, et j'ai enfoncé la lame dans sa gorge, sentant le sang chaud couler comme du Bordeaux renversé. Les flics sont arrivés trop tard. Lucien agonisait, Ivanov exhalait son dernier râle. Moi, j'étais libre, ou du moins, fugitive, courant dans les ruelles du quartier latin, le goût du poison sur les lèvres. Ai-je gagné? La vengeance est un vintègre, elle désaltère, mais elle corrompt. Aujourd'hui, caché dans un village provençal, sous un faux nom, je peins des toiles sombres, des paysages où les trains filent vers l'inconnu. Et parfois, dans le Mistral, j'entends sa voix. Vous êtes pile à l'heure. Pourquoi? Pour renaître ou pour périr? À vous de juger, lecteur. Car en France, la justice est un miroir brisé. Elle reflète nos propres monstres. Les jours suivant ma fuite du Pont des Arts furent un cauchemar éveillé, un film noir tourné en technicolor sanglant. Paris, cette amante infidèle, m'avait craché comme un os trop dur, et je roulais vers le sud dans une Renault volée, les phares creusant des tunnels dans la nuit autoroutière. La belladone me rongeait de l'intérieur. Des hallucinations où Antoine me tendait la main depuis un quai de gare fantôme, Lucien riait avec sa cigarette éternelle, et Ivanov murmurait des promesses en russe gutturale. J'ai arrêté à une station-service près d'Orléans, vidant un flacon d'antidote acheté au marché noir, un mélange d'herbes de sorcière qui m'a fait vomir tripes et boyaux sous les néons crus. « Mademoiselle, ça va »
a demandé le pompiste, un quinquagénaire au ventre bedonnant. J'ai hoché la tête, essuyant ma bouche d'un revers de manche, et filé avant que ses yeux suspicieux ne deviennent des menottes. Provence m'a accueilli comme une mère abusive. Soleil implacable le jour, Mistral hurlant la nuit, et des villages perchés qui semblaient sortir d'un tableau de Cézanne. J'ai choisi l'Ourmarin, ce nid d'écrivains et de fantômes, Albert Camus y repose, et son absurdité collait à ma peau comme une seconde épiderme. Sous le nom de Claire Laurent, veuve imaginaire d'un vigneron décédé, j'ai loué une masse isolée au volet vert, entourée de lavandes et de vignes torsadées. Les locaux, ces Provençaux verbaux et au cœur généreux, m'ont adopté vite. Venez à la pétanque, madame. Un pastis, ça remet les idées en place. J'ai souri, feignant la mélancolie, tout en tissant ma toile invisible. La nouvelle de Matt mort, un corps carbonisé dans la Seine, identifié hâtivement comme le mien, a fait les gros titres. Triple meurtre au Pont des Arts, la conservatrice évaporée. Les experts balistiques s'arrachaient les cheveux sur la balistique brouillée par l'eau, et Lucien, ce traître, reposait dans un cercueil clos, empoisonné par sa propre arrogance. Ivanov, officiellement, un suicide déguisé, son empire immobilier gelé par une enquête fédérale. Mais je savais, ces lieutenants, ces ombres russes tatouées d'aigles bicéphales, cherchaient la femme en rouge qui avait osé défier le tsar des tours de verre. De jour, je peignais, des toiles sombres où des trains fantômes traversaient des gares vides, des figures spectrales au visage flou, Antoine, Lucien, moi-même, enlacés dans une danse macabre. Les galeries d'Aix-en-Provence ont mordu à l'hameçon, votre style est cru, viscéral, Madame Laurent. Comme une Basquiat française. Les ventes coulaient, finançant mes ombres. Un ordinateur crypté pour surveiller les flux bancaires d'Ivanov post-humain, un contact à Marseille pour des armes discrètes. Mais la nuit, la vengeance me réveillait en sursaut, un feu froid dans les veines. Était-ce assez? Avais-je vraiment payé pour les trahisons, ou étais-je devenu le monstre que je chassais? C'est alors qu'elle est apparue, Élise, ma sœur cadette, que je n'avais pas vue depuis notre dispute d'il y a 5 ans. Elle débarqua un après-midi, garée dans une Citroën cabossée, ses cheveux blonds en bataille et ses yeux bleus. Ses yeux de maman emplis de larmes. Claire, enfin. Les flics m'ont dit que tu étais partie. Mais je savais que tu étais vivante, toi, la survivante. Nous nous sommes étreintes sur le seuil, l'odeur de son parfum, fleur de rocaille, le préféré de maman ravivant des souvenirs enfouis. Notre enfance à Versailles, les pique-niques sous les jets d'eau, papa nous contant des histoires de rois décapités. Élise était infirmière à Lyon, mariée à un prof terne, 2 enfants en bas âge. Antoine. Ce salaud. J'ai toujours su qu'il te mentait. Autour d'une bouillabaisse fumante, recette de grand-mère, avec du safran volé au marché, elle a déballé. Pendant mon incarcération, elle avait fouillé, contacté des avocats, même harcelé Lucien au téléphone. Il a ri, Claire. Votre sœur est une hystérique, qu'il m'a dit. Mais j'ai trouvé ça. Elle a posé une clé USB sur la table, gravée d'un cœur brisé. Dedans, des emails entre Antoine et Élise. Des mots d'amour fiévreux, datés d'avant notre mariage. Ma chérie, Antoine est à moi. Claire n'est qu'un marchepied. Mon estomac s'est noué, plus acide que le roux de la soupe. Ma propre sœur, la confidente de mes peines, avait couché avec lui, volé des bijoux pour financer leurs escapades à Cannes, et pire. C'était elle qui avait suggéré les faux documents, me plaçant en première ligne pour couvrir leurs traces. Tu m'as trahi, ai-je murmuré, la cuillère tombant dans l'assiette avec un claquement. Élise a blêmi, ses mains tremblantes. C'était il y a si longtemps. J'étais jeune, jalouse de ta vie parfaite. Antoine m'a promis le divorce, mais il t'aimait encore, ce lâche. La rage remonta, un volcan auvergnat. J'avais tué pour elle, sans le savoir, ganté le crime d'une innocente trahie 2 fois. Sors d'ici, ai-je sifflé, mais elle s'est accrochée, pleurnichant, laisse-moi t'aider. Pour de vrai, cette fois. Ivanov a un fils, Dimitri, qui reprend l'affaire. Il est à Nice, et il sait pour toi. Le twist familial me frappa comme un coup de Mistral. Élise n'était pas venue par remords, mais par peur. Dimitri Ivanov, ce jeune loup de 25 ans, aux tresslaves ciselés et au sourire de requin, l'avait contacté via un intermédiaire. Il menace les enfants, avoua-t-elle, les larmes coulant. Dis-moi où tu es, où il paie. Ma sœur, cette vipère au foyer, m'avait vendu encore. Mais au lieu de la lame, j'ai choisi la ruse française jusqu'à la moelle. D'accord, ai-je dit, feignant la résignation. Appelle-le. Dis-lui que je suis prête à négocier. La semaine suivante, nous roulions vers la Côte d'Azur, Élise au volant, moi à l'arrière avec un sac de toile, à pas pour une galerie fictive à Monaco. Nice bruissait d'opulence, palmiers indolents, yachts rutilant au port, et Dimitri dans un café du Vieux-Nice,
attablé sous une pergola de jasmin, un espresso serré à la main. Grand, athlétique, avec un tatouage d'ours sur l'avant-bras, héritage paternel. « Madame Laurent », a-t-il salué, baisant ma main avec une galanterie slave. « Votre père était un visionnaire. Et vous ? Une œuvre d'art vivante. » Élise s'est éclipsée, prétextant un appel, et nous avons parlé affaires. Une exposition de mes « toiles maudites » pour blanchir ses fonds sales. Mais sous la table, mon pied effleurait un détonateur artisanal, relié à une charge cachée dans mon sac, du C4 acheté à un pêcheur marseillais. À la santé de Paris, ai-je trinqué, levant un verre de rosé de Provence. Ses yeux pétillaient de convoitise. Pour l'argent, pour moi, pour le pouvoir. Mon père regrettait de vous avoir sous-estimé, confia-t-il, sa voix un ronronnement. Il disait que les femmes françaises sont des poisons lents. J'ai ri, déclenchant le piège. Une explosion sourde, le café en flammes, des cris et des sirènes. Dimitri s'effondra, le visage noirci, hurlant « Salope !» C'était Élise qui. Je me suis enfui dans la fumée, Élise m'attendant dans la voiture, les yeux fous. « Tu l'as eu » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, mais au lieu de la route, j'ai sorti le couteau, le même, rouillé de sang séché. Oui. Et maintenant, toi. La lame trancha net, dans la jugulaire, son sang éclaboussant le tableau de bord comme une abstraction expressionniste. Pour maman, ai-je murmuré, alors que son corps se raidissait. La trahison familiale, ce cancer français, était excisionné. Libre à nouveau, mais brisé, j'ai abandonné la voiture dans les collines de l'Estérel, marchant jusqu'à la mer. L'eau Méditerranée léchait mes pieds, salée comme des larmes non versées. La vengeance avait triomphé, mais à quel prix? Un empire en cendres, 3 corps, non, 4, avec Élise et moi, spectre errant. Les journaux parleraient d'un attentat mafieux, et Claire Duval resterait un mythe. Dans le soleil couchant, un train passa au loin, sifflement fantôme. Étais-je pile à l'heure pour la rédemption ou pour l'enfer? Le Mistral emporta ma réponse, laissant un vide aussi vaste que la Camargue. Les mois en Provence se muèrent en un exil doré, mais pourri au cœur comme un melon trop mûr. Lourmarin bruissait de rumeurs, l'attentat de Nice attribué à une vendetta russe, et ma galeriste disparue, moi, devenu légende locale, chuchoté autour des fontaines comme une sorcière des Cévennes. J'ai vendu la masse, troquant les lavandes pour un studio anonyme à Arles, ville de Van Gogh et de ses tournesols fous, ironie, car mes propres tourbillons intérieurs menaçaient de me couper l'oreille. Les toiles s'empilaient, des gares spectrales, des amants empoisonnés, des sœurs au sourire de serpent. Une critique dans Le Monde les qualifia de « crypte expressionnistes » et les chèques affluèrent, me permettant de voyager incognito, train pour Bordeaux, avion pour Lille, toujours ce motif du rail maudit. Mais le passé, ce chien galeux, me rattrapait. Un matin, alors que je sirotais un café au théâtre antique, un homme s'est approché, grand, voûté, avec une cicatrice barrant la joue comme un coup de sabre napoléonien. « Madame Duval » a-t-il murmuré en allemand teinté d'accent alsacien. « Ou Laurent. Peu importe. Je m'appelle Karl Weiss, ex-partenaire d'Ivanov. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai feint l'indifférence, remuant mon sucre avec une lenteur calculée. Vous vous trompez de personne. Il a ri, un aboiement sec. Non. Dimitri a survécu. Brûlé, défiguré, mais vivant. Et il veut votre tête. Pas pour vengeance, mais pour affaire. Vos toiles blanchissent trop bien ses comptes. Karl était un reliquat du mur de Berlin. Ancien Stasi recyclé en consultant financier, il avait filé pour se lever dans les méandres d'Ivanov. Votre mari, a-t-il poursuivi, allumant un cigare cubain malgré l'interdit, était un amateur. Moi, je suis l'artiste. Et vous? Vous avez du talent pour la destruction. Il proposa un marché, unir nos forces contre Dimitri, qui rampait désormais depuis un hôpital de Genève, ourdissant un comeback avec des fonds cachés en Andorre. Aidez-moi à le ruiner, et je vous donne la paix. Paix? Un mot aussi faux qu'un billet de Monopoly. Mais la curiosité, ou la folie, me piqua. Pourquoi moi? Est-ce parce que vous êtes la malédiction du train? Répondit-il, ses yeux luisants comme des pièces d'or. Il raconta. Le TGV que j'avais pris par erreur n'était pas un hasard. Lucien, ce flic double face, l'avait saboté, un accident planifié pour me croiser, me lancer dans la toile. Ivanov voulait une taupe au musée, pour voler des tableaux à revendre au noir. Antoine a échoué, vous étiez le plan B. Mon estomac se noua, j'avais été piégé dès le quai, un pion dans un échiquier géant où Paris n'était que le plateau. Karl glissa une carte, rencontrez-moi à Strasbourg. La frontière est un bon lieu pour les pactes diaboliques. Strasbourg,
cette hybride franco-allemande, avec ses canaux miroitants et sa cathédrale gothique piquée comme une dent de dragon, devint notre QG. Nous logions dans un hôtel discret près de la Petite France, buvant du Riesling sec en complotant. Karl était un maître. Dossier sur les comptes de Dimitri, enregistrement de ses appels à des oligarques moscovites, même des photos de sa nouvelle fiancée, une mannequin lituanienne, blonde et vide comme une coquille d'escargot. Il est faible maintenant, sifflait Karl, étalant les cartes sur la table en chêne. Brûler ses fonds, et il s'effondre. J'acquiesçais, mais au fond, une voix racinienne murmurait « Méfie-toi des alliances forgées dans le vin ». Élise hantait mes rêves. Son sang sur le tableau de bord, ses derniers mots « Pardon, grande sœur », comme un psaume brisé. Était-ce justice ou fratricide? Les journaux lyonnais parlaient d'un « drame domestique », son mari veuf pleurant à la télé, les enfants orphelins. J'envoyais des fleurs anonymes, des roses noires de deuil, mais la culpabilité rongeait, un ver dans la pomme de mon âme. Karl le remarqua, la vengeance est une maîtresse jalouse, Claire. Elle dévore tout. Il me toucha l'épaule, un geste paternel teinté d'ambiguïté, et pour la première fois depuis le pont, je me sentis moins seul, ou piégé dans un nouveau filet. Le plan se déploya comme une symphonie de malheur, moi, sous mon alias galeriste, contactant Dimitri via un email crypté. J'ai des toiles prêtes pour votre collection privée. Rendez-vous à Genève, au bord du lac. Il mordit, affaibli par la morphine et la rage. Karl prépara le terrain. Hackers alsaciens drainant ses comptes en bitcoin, faux contrat pour geler ses actifs immobiliers à Cannes. À Genève, la ville des banques et des secrets, je l'attendis dans un chalet loué, vu sur le jet d'eau scintillant comme une lance de diamant. Dimitri arriva en fauteuil roulant, le visage un masque de chair fondue, ses yeux de loup, brûlants de haine. Vous, cracha-t-il, sa voix un râle. La pute du train. Nous parlâmes affaires, moi servant du chablis frais, lui tripotant un cigare tronqué. Votre père m'a sous-estimé, dis-je, versant le poison, cette fois, un dérivé de digital, cueilli dans les Alpes suisses. Comme vous. Il avala, riant. Pensez-vous que je suis stupide? Karl vous a vendu. Il veut tout, l'Empire, et vous comme trophée. Le twist me frappa comme un coup de butoir. Mon allié était le vrai cerveau, un judaïste allemand qui avait manipulé Ivanov, Lucien, et maintenant moi, pour unifier les cendres en un nouvel ordre. Dimitri, ce martyr défiguré, n'était qu'un appât pour me faire avouer, et signer ma propre condamnation. La rage pure me submergea. J'ai renversé la table, le vin éclaboussant son pansement comme du sang divin. Où est Karl? Hurlai-je. Dimitri gloussa, sa main sortant un déringé de sa poche. À Strasbourg, attendant son virement. Mais vous mourrez ici. La bagarre fut féroce. Je le désarmai, le rouant de coups sur son fauteuil, mais la digitale agissait déjà, son cœur battant la chamade. Père avait raison, halta-t-il, s'effondrant sur le tapis persan. Les Françaises sont des empoisonneuses nées. Je fuis dans la nuit genevoise, la neige tombant comme des confettis macabres, et pris le premier train pour l'Alsace, ironie fatale. Encore ces rails maudits. Strasbourg dormait sous un manteau blanc quand j'arrivai. L'hôtel vide, Karl disparut avec les fonds. Sa chambre, un mot sur la table, en allemand gothique, Dank für den Tanz, Claire. La vengeance est un train sans fin. Il avait tout, mes toiles vendues, mes comptes vidés, et une piste vers mon repère d'Arles. La trahison s'accumulait, couche par couche, comme les strates d'un strudel alsacien. Seul dans la petite France, écoutant les cloches de la cathédrale sonner minuit, je jurai, cette fois, la fin. Pas de pitié, pas d'alliance. Juste une lame, et le silence. De retour à Arles, la ville des arènes romaines et des vents fous, je me réarmai. Un nouveau pseudonyme, Isabelle Roux, art thérapeute, pour les vétérans de guerre, ironie, car j'étais ma propre bataille. Les toiles restantes financèrent un réseau souterrain. Un ex-flic corrompu de Montpellier pour des infos, une hackeuse toulousaine pour tracer les flux numériques. Karl Weiss s'était envolé vers Berlin, se pavanant dans les clubs techno de Kreuzberg avec des fonds frais, un fantôme du passé estalement ressuscité en capitaliste vorace. Mais Berlin appelait, cette Babelsberg de béton et de regrets, où les murs tombés n'effaçaient pas les cicatrices. J'y atterris par un vol low-cost depuis Marseille, le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. La ville puait la bière et l'oubli, graffiti sur le mur résiduel, technopulsant dans les bunkers désaffectés. Sous le nom d'Isabelle, j'infiltrai une galerie underground à mythes, exposant des collages, fragments de mes toiles déchirées, mêlés à des photos volées de Lucien et Antoine. Thème, trahison frontalière, annoncez-je aux critiques sous de Spati. Karl mordit vite, un email anonyme, puis un rendez-vous dans un café près de la porte de Brandebourg, où les touristes flashaient la quadrige comme un selfie banal.
Il était là, vieilli mais alerte, un loden vert et une écharpe en cachemire masquant sa cicatrice. Isabelle. Ou Claire. Vous êtes tenace, comme une espionne de Le Carré. Nous parlâmes marre, lui feignant l'intérêt pour mes œuvres, moi versant du café empoisonné, subtilement, avec de la ciguë d'un herboriste berlinois. À nos danses, trinquez-je. Mais Karl, ce renard, avait flairé. Vous pensez que je suis stupide? J'ai empoisonné le vin à Genève moi-même, pour Dimitri, pas pour vous. Il était faible, vous valez un empire. Le twist final, il n'était pas un allié ni un ennemi. Il était le père spirituel d'Ivanov, un mentor Stasi qui avait formé le russe dans les geôles de la RDA, et maintenant, il me voulait comme pupille, ou esclave, pour un nouveau cartel pan-européen. La confrontation éclata dans les sous-sols du café, descendant vers un bunker de la Seconde Guerre, air vicié et mur suintant. « Rejoignez-moi » supplia-t-il presque, sortant un luget antique. « Paris est morte. Berlin est l'avenir. Avec vos talents, nous serons invincibles. » Je ris, un rire de bacchante. L'avenir? C'est un train que j'ai déjà manqué. La lame jaillit, un cran d'arrêt acheté à un skinhead local, et trancha, dans le gras de sa cuisse d'abord, puis dans la gorge quand il tituba. Son sang gicla, chaud et métallique, éclaboussant un graffiti frais et moqueur. Pour le mur, haletez-je, alors qu'il s'effondrait, yeux vitreux. Et pour tous les pions. Fuite chaotique, métro bondé vers Téjeul, avion pour Paris, oui, Paris, cette sirène fatale. La capitale m'appelait, non pour la gloire, mais pour clore le cercle. À Orly, un taxi me déposa au Marais, devant notre ancien appartement, maintenant loué à des bobos new-yorkais. Je sonnai, prétextant une oubliée, une bague, un souvenir. La locataire, une américaine guillerette, me laissa entrer. Les murs avaient été repeints, mais les fantômes persistaient, l'odeur de son aftershave, le craquement du parquet. Dans le bureau, sous une latte descellée, je trouvai le dernier secret, un journal d'Antoine, confessant tout, sa liaison avec Élise, les ordres d'Ivanov, et pire, moi, impliqué dès le début. Claire, c'est pour les faux, mais elle couvrira. Elle m'aime trop. Le choc. J'avais su inconsciemment, lors d'une nuit d'insomnie, voyant les procurations signées de ma main tremblante. Pas par amour, mais par peur, peur de la solitude, de l'abîme français qu'est une femme seule à Paris. J'avais ganté le crime, non comme victime, mais comme complice volontaire. La vengeance n'était qu'un voile sur ma propre noirceur. Assise sur le sol, le journal à la main, je pleurais, pas de regret, mais de libération. Dehors, la Seine chantait son éternel refrain, et un train siffla au loin, gare de Lyon rappelant son quiproquo originel. Pourtant, le cycle n'était pas brisé. Une lettre glissait sous la porte, « Vous êtes pile à l'heure. Dimitri vit. Rejoignez-moi. » Signé, Karl, non, un nouveau nom, une ombre. La vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Je sortis dans la nuit, le couteau en poche, prête pour le prochain wagon. Paris, implacable, m'attendait. Le retour à Paris fut une plongée dans l'abîme, un roman noir de Simenon où le maigret intérieur échoue à colmater les fuites. La ville, sous un ciel de plomb hivernal, semblait conspirer. Flocons rares saupoudrant les haussmanniens comme du sucre glace sur un macaron empoisonné, klaxons furieux sur le boulevard Saint-Germain. Je logeais dans un hôtel borgne du Sentier, chambre au papier jauni et aux voisins tapant des pieds. Un cœur grec pour ma tragédie. Le journal d'Antoine brûlait dans ma poche comme un stigmate. J'étais coupable, non de meurtre, mais d'aveuglement volontaire. « Tu es comme moi, Claire », murmurait sa voix dans le vent. Une menteuse professionnelle. Dimitri, ou son fantôme, m'attirait vers un rendez-vous. Un entrepôt désaffecté près de la Villette, où les grues rouillées dansaient avec les péniches fantômes. « Venez seul », disait la lettre, postée de Genève. J'y allais, enveloppé dans un manteau noir, le cœur un tambour de la Bastille. L'entrepôt puait la rouille et l'oubli, écho de la révolution industrielle. Une silhouette en fauteuil apparut sous un néon clignotant. Dimitri, régénéré par des greffes, son visage un puzzle de chair neuve, yeux verts comme les miens, twist ultime. Il était mon demi-frère, fils illégitime d'Antoine et d'une maîtresse russe d'Ivanov. Père nous a unis dans le sang, crachatait-il, sa voix un mélange de français et de slavisme. Et dans la trahison. La révélation me foudroya. Antoine, ce poltron, avait semé des bâtards comme des graines de pavot. Élise l'avait su, d'où sa jalousie venimeuse. Lucien l'avait utilisé pour le chantage, Ivanov, pour lier les empires. « Rejoins-moi » implora Dimitri, tendant une main gantée. Ensemble, nous rachetons Paris, les tours, les musées, tout. Son offre, une alliance incestueuse, forgée dans le crime familial, pour un cartel immortel.
Mais je vis clair. C'était un piège final, pour me livrer aux Russes rescapés, effacer la lignée maudite. La lame sortit, dansant sous le néon comme une flèche de Cupidon tordu. « Non, frère, répondis-je, la voix ferme comme un décret de la Convention. Le sang ne lit pas, il noie. » Il chargea, malgré son fauteuil, un couteau à cran d'arrêt mirroring le mien. Le combat fut un balai sanglant, l'âme s'entrechoquant, étincelle sur le béton, mon épaule rouvrant sa plaie genevoise. Il me ceintura, son souffle rauque contre mon oreille. « Nous sommes les mêmes, Claire. Des orphelins du train. » Vrai, trop vrai. Mais la différence, j'avais choisi la fin. D'un coup de talon, je le déséquilibrai, la lame plongeant dans son cœur, écho macabre à celle d'Antoine. Il s'effondra, gargouillant, pile, à l'heure. Les sirènes hurlèrent au loin, et je fuis, courant vers la Seine, sautant dans un bateau-mouche désert. L'eau noire m'engloutit presque, mais je nageai, crachant bile et regrets, jusqu'aux berges du 7e. Aube sur Paris, la tour Eiffel se dressait, phallique et indifférente, tandis que je marchais vers le Louvre. Pas pour voler, mais pour restituer. Je glissai le journal d'Antoine dans une boîte aux lettres anonymes à la police, avec une confession signée, pas la mienne, mais une version édulcorée, accusant les morts. « C'est fini », murmurai-je à la pyramide de paye, verre froid sous mes doigts. Les flics boucleraient le dossier. Suicide collectif d'un réseau corrompu, la veuve fantôme dissoute dans l'oubli. Pourtant, en montant dans un train réel cette fois, direction Marseille, un nouveau départ, l'inconnu du quai revint. Un vieil homme, chapeau melon, souriant, « Vous êtes pile à l'heure, mademoiselle. » Hasard? Ou cycle éternel? À Marseille, j'achèterai un atelier, peindrai des horizons sans rail, épouserai peut-être un pêcheur au verbe provençal. Ou non, la vengeance, cette amante, pourrait murmurer encore. Lecteur, divisez-vous, ai-je triomphé ou sombré? Héroïne ou meurtrière? En France, les fins sont ambiguës, comme un haïku de Bachot en occitan. Le train file, choisissez votre quai.